voyez, il ne faut pas oublier que la graine de l'arbre de la science et de la connaissance, c'est l'Afrique qui l'a plantée. C'est l'Afrique qui a fait qu'elle a porté tant de fruits. Inventer les mathématiques, l'astronomie, la médecine, le calendrier de 365 jours, la précision des équinoxes, les sciences que vous utilisez pour faire la caméra, l'informatique, les ordinateurs. Le nombre binaire informatique est né en Afrique. Donc toute la culture africaine est fondamentalement scientifique. Ce sont des Africains qui ont pris le savoir des temples pour donner à des gens qui n'avaient pas de tradition religieuse, une tradition religieuse. Toutes les divinités que vous voyez dans la Bible sont des divinités africaines. Parce qu'on ne connaît pas suffisamment nos fondements. Quand on a fait le rituel initiatique, on comprend des choses. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? C'est antinomique par rapport à notre tradition. Nous, on a une tradition, on n'a pas de religion. Il faut être fidèle à nos traditions, parce que c'est l'héritage de nos pères. Et cet héritage de nos pères, c'est le sang qui coule dans nos veines. Chaque fois que nous sommes unis, nous sommes une pyramide. Vous voulez que nous soyons une pyramide? Soyons unis et nous serons une pyramide. Et la renaissance, c'est de ne pas oublier que la matrice humaine de la connaissance, elle est africaine. On vous dit oui, on a inventé la semaine de 10 jours, mais la semaine de 7 jours, c'est pas nous. Je vous ai démontré que la semaine de 7 jours est arrimée aux 7 planètes, qui sont arrimées aux 7 notes de musique. Parce que l'Africain, quand il a découvert ça, il a découvert un ensemble de choses. C'est ça qu'on appelle le génie africain, que les gens célèbrent dans notre dos. D'accord? Pourquoi la situation est comme celle-là? Parce que la chose qui se passe, c'est que Dieu a donné aux Africains toutes les richesses de la planète, les autres n'ont que des miettes. Et quand ils sont parmi nous, c'est pour nous braquer, nous raconter des sornettes. Dieu serait pas bon avec nous, on aurait des divinités du diable et on aurait tout l'or, le pétrole, le coltan, tout ce qu'ils viennent chercher, tout ce qu'ils ont besoin comme énergie pour fonctionner, c'est nous qui l'aurions et Dieu ne nous aurait pas parlé, il serait pas bon avec nous et nos divinités seraient des mauvaises divinités. Mais vous voyez pas qu'il y a un problème? Le gars sort avec son église, il vient te dire que ce que tu fais c'est pas bien, mais en attendant ce que tu as chez toi, il l'a pas chez lui. Et s'il est chez toi, c'est parce qu'il a pas ça chez lui, il est venu prendre ce que Dieu lui a pas donné. Après il te dit Dieu est bon. Dieu n'est pas bon avec tout le monde, manifestement, puisque lui il a rien. Vous voyez, son sous-sol est vide. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise la force pour voler ce que Dieu a donné aux Africains. Alors, fidèles auditeurs, auditrices, fidèles téléspectatrices et téléspectateurs, bonjour. Là, nous ne sommes pas à l'école, hein. Quand bien même que les cadres semblent être comme si nous étions au collège, au lycée, non. Nous sommes toujours à notre lieu de référence, au Blue Factory, Hall Bleu. Vous voyez les beaux paysages derrière nous. Là, c'est comme un bateau, hein. C'est pas un bateau. Au fait, c'est un truc, je n'ai pas le mot technique, mais c'est une expérimentation. Il y a la chaleur, la température qui chauffe et l'eau qui tombe arrose le fleur et les plantes qui sont là-bas. Mais ça, ce n'est pas... Aujourd'hui, on ne parle pas climatologie. Aujourd'hui, on va parler politique. Hein. Alors, avec vous, un autre... moi, je peux les appeler un autre ancien. Si vous voulez, un autre doyen. Vous voyez d'abord comment il est. Non seulement il est beau, mais il est bien coiffé. Vous voyez la tête, hein? Chez nous, en Afrique, au Congo, en Afrique centrale, en Afrique australe, en Afrique de l'Est, de l'Ouest ou en Afrique du Nord, les aînés, on les respecte. Et on va encore parler Afrique de manière générale. Monsieur André Lobé, bonjour. Bonjour, Pélage. Merci de m'avoir invité pour cette conversation. J'espère que nous aurons l'occasion de reparler. Mais ça fait longtemps qu'on ne s'est plus vu. C'est vrai, ça fait longtemps qu'on ne s'est plus vu. Et effectivement, ça fait plaisir de se retrouver. Mais chaque fois que je vois, vous rajeunissez toujours. Vous ne voulez pas vieillir. Vous ne voulez pas vieillir. Merci. Voilà. Merci pour les compliments. Disons, ça me fait plaisir de se retrouver comme ça, parler de nos pays et disons, porter quand même un regard, même si c'est lointain, de porter un regard sur ce qui se passe dans notre pays, dans nos pays, je devrais dire. Alors, les amis, bien-aimés, vous savez, le monsieur qui venait de parler tout à l'heure à l'intro n'est pas n'importe qui. Lui, il est l'un de responsable, ou bien c'est le vice-président, ou même, oui, c'est le vice-président du CRAN. Alors, CRAN, dans ce que j'ai encore, en tout cas, sauf, il va me corriger, est-ce que c'est un centre de réflexion, c'est un carrefour de réflexion, ou bien une communauté de réflexion, mais en tout cas, dans ce qu'ils sont, eux, avec les autres qui pilotent l'équipe, ils sont contre les racismes anti-noirs.
je me suis trompé ou bien? Non, c'est un peu ça, effectivement. Le mot, c'est Carrefour. Le Carrefour, c'est le CRAN, c'est Carrefour de réflexion et d'action contre le racisme anti-noir. C'est une organisation que nous avons créée avec d'autres collègues ou des compatriotes africains. Disons, c'est pas de tout pratiquement venant. C'est récent, c'est ancien ou bien? Le CRAN a été créé en 2002. Ça fait 21 ans, 2 décennies et demie. Et sur le terrain? Sur le terrain, ce qu'on fait, effectivement, vous avez entendu parler du CRAN, beaucoup ont entendu parler du CRAN. C'est parce que notre réflexion, c'est de savoir ce que nous pouvons faire pour soutenir, pour nous soutenir ensemble et pour lutter contre ce racisme qui gangrène notre société. Alors, à quelle société faites-vous la disons? Vous faites à la société dans laquelle nous vivons. Donc, l'écran, c'est seulement en Suisse, en Europe ou bien à travers le monde? Le CRAN, d'abord, c'est d'abord en Suisse. Suisse romande ou bien la Suisse helmanique? Ou bien la Suisse. En général? Toute la Suisse. Okay. Ça veut dire que le CRAN, si vous avez lu certains communiqués du CRAN, plusieurs communiqués. Je vois que c'est toujours en 4 langues, hein? Même en anglais aussi. Voilà. Donc, ce qu'on fait, c'est de réagir, nous devons réagir. Et nous l'avons appris, je crois, de Mongo Betty. Mongo Betty, oui. Il faut savoir parler. Il faut parler. Africain, si vous parliez, il faut parler. Si on vous marche sur les pieds, il faut parler, il faut réagir. Il faut réagir, il faut le dire. Il faut le dire. Et là, le CRAN, nous luttons contre le racisme anti-noir, nous luttons pour la dignité, le respect du noir sur le sol. Donc vous voulez un peu valoriser le Ubuntu, comme l'avait dit Nelson Mandela Rousseau. Voilà, c'est au cœur de ce que nous faisons, de ce que fait le... mais il y a du positif dans ce que vous faites déjà, ou bien c'est toujours en une sorte de tourniquet, une sorte de carrefour? Je ne pense pas qu'on peut parler du positif. Ce que nous faisons, nous pensons que c'est positif, parce que derrière, disons, ce qui est à la racine, le fondement, c'est de réussir, de construire le vivre ensemble. Nous vivons dans une société où nous sommes accueillis, nous avons été accueillis, mais malheureusement, il y a les héritages du passé. Et ces héritages du passé, c'est lié à la colonisation, qui font que le regard qui est porté sur nous, sur les Africains, sur la base de la couleur de notre peau, ce regard n'est pas respectueux. Et pourtant, tout ce qui est noir n'est pas africain. Parce que même si on dit c'est qui a femme noire, femme africaine, je suis négro, je cherche l'auteur, je ne vois pas encore, il va venir. Vous avez très bien fait de dire tout ce qui est noir n'est pas africain, mais disons, tout ce qui est noir vient de l'Afrique. Mais volontairement, nous n'avons pas, pour la dénomination, pour le Carrefour, nous avons parlé de racisme anti-noir. Pourquoi Parce que la motivation du racisme, c'est d'abord la visibilité. C'est la visibilité de la personne. L'action qui est portée, le racisme, la discrimination raciale, c'est sur la base de la couleur de la peau, avant de savoir que vous venez de tel ou tel pays ou tel continent du monde. C'est ça, mais c'est d'abord sur la couleur de la peau. C'est la couleur de la peau. Voilà. Alors, et c'est ça qui décide. Sans secret, comment fonctionnez-vous au niveau du CRAN? 21 ans d'existence, c'est que vous avez des moyens, vous avez un financement, vous avez des dons, dites-moi un peu. Malheureusement, disons, nous n'avons pas tout ça. Comment ça? Nous n'avons pas tout ça. 21 ans de fonctionnement, si vous n'aviez pas, vous serez en faillite, non? Et pourtant, vous n'êtes pas en faillite. Vous n'êtes ni en dislocation, ni quoi, mais vous continuez toujours. Voilà. Pourquoi? Parce que le premier secret du CRAN, pour réussir ce genre de mouvement, c'est d'abord la conviction. Oui, la conviction est là. La conviction du respect de votre dignité. Je veux que ma dignité soit respectée. Ça, c'est la première des choses, la chose la plus élémentaire. La deuxième des choses que j'ai avec moi dans ma poche, c'est mon temps. Je peux mettre mon temps à disposition pour me retrouver avec les choses et réfléchir ensemble, proposer des solutions. Et vous avez aussi des Européens dans le CRAN ou bien c'est seulement les Noirs?
Bon, on a eu des Européens au début, c'est ouvert à tout le monde. On a eu des Européens qui sont passés. Mais un Européen qui vient défendre le racisme anti-noir, mais c'est contradictoire par rapport à leur culture. Non, c'est pas contradictoire. C'est pas contradictoire parce que le problème, c'est ça au fait, le problème du racisme. C'est ce qu'on appelle en allemand ou bien pauschal. C'est-à-dire on fait le global. Tout le monde est mis dans le même panier. In globo. Voilà, tout le monde est mis dans le même panier. Alors que nous ne sommes pas tous pareils. Okay. Vous venez de le dire. Nous ne sommes pas tous pareils. Ça veut dire que tous les Blancs ne sont pas racistes. Non. Ça, il faut en être conscient, il faut le savoir. Tous ne sont pas racistes, même si, de manière générale, ces gens baignent, ont grandi dans un environnement raciste exclusif. Ok, mais alors, téléspectateurs, retenez une chose, hein. Nous vivons en Suisse. Tous les commentaires que vous entendez sur la Suisse, moi, je suis un témoignage. La mère de mes enfants n'est pas noire. Donc tout le monde n'est pas raciste. Tout le monde n'est pas raciste. Dès lors que je vis avec eux, j'ai des enfants avec eux, donc il faut oublier. Et puis les commentaires que vous recevez, je ne suis pas en train de faire une publicité sur la Suisse, quand bien que lui comme moi, nous sommes formés ici. Vous comprenez? Mais le racisme existe, mais peut-être c'est un pourcentage un peu négligé ou minime, je ne sais pas, parce que nous travaillons chez eux, nous sommes dans leurs entreprises, dans leurs industries, dans leurs écoles et consorts. Mais c'est tout à fait normal que c'est nous qui sommes étrangers chez eux. Et par principe, ils doivent être majoritaires parce que chez eux, non? Non, le problème n'est pas d'être majoritaire chez soi. Le problème est de savoir vivre avec les autres. Vivre ensemble, non? C'est le vivre ensemble. C'est le vivre ensemble comme en Afrique. Hein. En Afrique, nous sommes majoritaires, les Noirs sont majoritaires. Mais ils vivent ensemble avec les autres êtres humains, avec les Blancs qui sont là-bas. Mais j'aimerais qu'un jour quelqu'un fasse une expérience en Afrique pour voir comment les Blancs sont accueillis chez les Noirs. Quand bien que ce sont... Surtout quand je dis l'Afrique francophone, par exemple, comment les Français, les Européens, les Belges vivent dans leurs ex-colonies? Sont-ils marginalisés? Vivent-ils un racisme? Ou en tout cas, le vivre ensemble les plaît? Au fait, le problème c'est une très bonne question. Le problème est qu'en Afrique, il y a eu la relation qu'il y a eu entre les Européens, les Français en particulier, et puis les Noirs, ça a été une relation de domination. De domination. Dominant, dominé ou bien dominé, domination, oui. C'est ça l'esclavagisme. C'est l'esclavagisme. Les colonialismes. Donc, au fait, en nous dominant, ils se sont supériorisés. La race supérieure par rapport aux dominés, ou bien aux colonisés. Par rapport aux colonisés, et ils ont aussi le code noir. Oui, comment on appelle ça? Le code noir. Noir, oui. Je ne l'ai pas avec moi, mais je l'ai. Qui définit... Les 10 principes, non? 10 ou bien 100? 10 principes du code noir. Donc là, qui définit le noir comme étant un objet qui peut être vendu, transplanté, vendu, qui peut être vendu, même tué, donc marché, donc ce sont des choses que les gens ont vraiment intégrées en eux. Ça, il faudrait le savoir. Et le racisme que nous vivons, ce n'est pas le racisme du quartier, c'est pas mes collègues avec qui je vais au travail, c'est pas... Non, c'est sournois. Eux ils ont baigné ils ont grandi dans ce racisme-là, ils l'ont intégré, ils peuvent avoir des comportements, disons, qui sont un peu bizarres, et ils sont surpris par ton comportement quand vous êtes avec les autres. C'est pas ce qu'ils attendaient. On leur a présenté une autre image de toi, de la personne qu'ils ont en face. Donc ça pose tout un problème. Et finalement, en poussant, avec la réflexion, en poussant loin, il y a un monsieur, disons un professeur dont je n'ai pas le nom directement, Van der Wijk, qui a écrit... Un Belge, Van der Bilsen ou bien Van der Wijk? Je crois que c'est un Belge, non? C'est un Belge, je crois qu'il est un Belge ou Hollandais comme ça. Van der Wijk. Bon, de toute façon, il a fait une très bonne analyse. C'est quoi le titre du livre? Je peux trouver. Je peux donner tout de suite. Le titre de l'analyse qu'il a faite, c'est le racisme. Le racisme, écoute bien, des élites européennes. Oh. Il a démontré que... Il a démontré que le racisme... Parce qu'il y a les plans Bilsen, Van Bilsen, les plans...
C'est un article qu'on peut trouver facilement. Je sais où il est belge, où il est hollandais. Ou belge ou hollandais. Ils sont deux. Ouais, peu importe, mais l'article, ce qu'il a écrit, c'est vraiment une très très bonne analyse. Il a fait l'analyse de ce qu'on appelle le discours. Il dit le discours des élites européennes est à la trame toujours du racisme. Dans leur discours, il y a toujours du racisme. Donc, il faut être un bon analyste. In fine, vous décortiquez chaque élément, chaque phrase, chaque mot. Il a bien analysé, il a bien expliqué. Il a dit au final que si les élites européennes changeaient leur langage, leur discours, il n'y aura plus le discours. Alors, attendez, si je vous comprends bien, et les jeunes Européens et nous, jeunes Africains, nous cherchons ou nous voulons un nouveau narratif, si je peux appeler ça comme ça. On peut le dire comme ça, effectivement. Nous voulons un nouveau narratif. Mais là où je veux en arriver, c'est quoi? C'est que nous tous, que ce soit européens ou africains ou noirs, si on veut faire la distinction sur la base de la couleur de la peau, nous tous, nous acceptons les discours des autorités, des élites. Ça veut dire que c'est les élites qui empoisonnent la société avec des discours racistes. Alors, ces élites sont à la fois blancs et noirs. Ces élites confondus toutes. Le racisme, c'est comment on peut le définir? C'est une histoire de puissance, de domination. Des intérêts aussi. Des intérêts, pas forcément. Bon, il y a les intérêts qui sont liés au fait, liés à la domination par l'esclavage. Mais le racisme, c'est d'abord un problème de rapport de force. Et ce racisme a été maintenu par le rapport de force, le rapport économique. Cette force économique fait que aujourd'hui, on maintient le racisme. Alors, okay. Et il y a la dépendance qui est toujours... Alors, cette dépendance-là, 60 ans après, parce que de manière générale, les pays africains sont devenus des États indépendants, des États souverains, tous peut-être de 1959 à nos jours. Alors, est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui, face à ce climat, face à ce changement qu'on voit en Afrique, je cite Burkina Faso, Mali, Guinée, Niger et Gabon, est-ce que le racisme est en train de sonner les glas, ou bien le néocolonialisme est en train de sonner les glas, ou la France-Afrique vraiment est vers sa fin? Votre réaction? Il faudrait être très prudent. Disons, là, on peut faire un peu de salade, mélanger les choses. Allons-y, salade mêlée, oui, allons. Mélanger le racisme avec ce qui se passe en ce moment. Donc, il n'y a pas, le racisme n'est pour rien dans ça. Non, le racisme n'a rien à voir avec ça. Merci. Le racisme n'a rien à voir avec ça. Le racisme, c'est peut-être le comportement des gens qui sont chez nous, qui sont partis chez nous, qui gardent toujours cette position dominante. Mais ils sont les envoyés, non? Ces gens qui sont chez nous sont les envoyés des puissants. Oui, sans les envoyer de puissants, mais je ne peux pas dire, par exemple, que un président d'un pays africain est raciste par rapport au... Bon, là, on ne le dira pas, mais alors... Non, je ne sais pas qu'on ne le dira pas, mais du point de vue de la logique, du point de vue de la sémantique, on ne peut pas le dire. On ne peut pas dire qu'un président d'un pays africain, ou bien on ne peut pas dire que moi je ne peux pas être raciste contre toi. Oui, mais ça, c'est la même race, nous, toi et moi on est noirs, on ne peut pas être. Bon, on ne peut pas, il faut nuancer. Non. On a utilisé volontairement dans le nom du cran, carrefour de réflexion et d'action contre le racisme anti-noir. Oui. Racisme, il y a le mot race. Et anti-noir? Non, on reste là. La race n'existe pas. La race, il n'y a qu'une seule race humaine. Oui, la race humaine, oui. Il n'y a pas de race. Ça a été, c'est-à-dire ceux qui ont créé, les gens qui ont créé le racisme, qui sont, disons, les pères de ce racisme, ils ont utilisé ce mot de race. Ils ont créé des races et ils ont hiérarchisé ces races. Et ils ont mis au bas de l'échelle les Noirs. En attribuant aux Noirs que c'est une race. Mais la race n'existe pas. Okay. La race humaine, elle est unique, tout le monde. C'est pour revenir, pour juste mettre disons que nous soyons précis, pour ne pas induire les gens en erreur. Disons ceux qui nous écoutent, qu'ils ne soient pas induits en erreur de savoir que le racisme
qui est pratiquée, ça a été une construction intellectuelle. Cette construction intellectuelle avait pour but... Les racines de l'élite. Oui, ce sont les élites qui l'ont fait, ont pour but de hiérarchiser les races, hein, de dire que ceux-là sont supérieurs aux autres. C'était le but. Et on a utilisé ce mot race-là, et aujourd'hui, scientifiquement, on a démontré que ça ne tient pas debout. Il faut vraiment casser. Ça ne tient pas debout. La race, il n'y a pas de différence race humaine, il n'y a qu'une seule race humaine. On peut avoir des races, des plantes en biologie, on peut parler des races différentes, mais pas dans le cadre de l'aide des êtres humains, de l'humain. Voilà, ceci étant dit, pour revenir à la question que tu posais par rapport aux différents changements ou bien manifestations dans ces différents pays-là. Dont en Afrique. En Afrique, hein, disons principalement. Le problème, il est beaucoup plus lié à un état. Nous sommes arrivés à un état de saturation de l'acceptable, de ce que l'être humain... Ne peut plus accepter. Voilà, L'inacceptabilité. L'inacceptabilité de ce que l'être humain peut accepter. Ils ont enduré beaucoup de choses. Et ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, c'est une chance. Les gens attendent qu'il y ait un leader, qu'il y ait quelqu'un à qui s'accrocher. Et ce qui se passe, que nous vivons en Afrique aujourd'hui, les gens à qui la population, le peuple, les populations peuvent s'accrocher, ce sont des militaires. Mais pourquoi les militaires et pas les civils? Parce qu'ils sont... Non, parce que les civils, on a cru beaucoup plus, les gens cru aux civils, avec les élections, les pseudo-élections qu'on fait. Leadership, démocratie égale élection. Quand il est élu, donc il est démocratique, donc c'est fini, il ne faut plus le toucher. Donc il peut faire tout ce qu'il veut. Donc voilà, nous on peut se cacher. Les étrangers, on peut se cacher derrière lui puisqu'il est élu pour faire ce qu'il veut. Oui, mais c'est dans ces cadres-là, quand vous lisez... Juste... Attendez. Dans ces cadres-là, quand vous lisez, c'est que nous, jeunes Africains, ce qu'on nous apprenait au niveau de la démocratie, on nous dit pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple, et c'est ça non? La démocratie égale pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Oui. Mais alors, les pseudo-élections en Afrique, donc c'est un peu du bluff. C'est du bluff. Donc si on sait comment les élections sont passées en Afrique depuis des décennies, il n'y a pas eu de changement. Les pires, les misères, la misère s'est développée dans tous ces pays où il y a eu ces élections à Libye. À Libye mais à qui la faute? Est-ce qu'il y a eu... La faute, c'est à nous. Est-ce que notre degré de culture politique est encore insuffisant? Non. Ou, alors, mais c'est quoi finalement? Non, c'est pas que notre degré de culture politique est insuffisant. C'est le problème est que vous avez entendu parler des esclaves. Hein. Oui, mais ça date depuis des siècles, non? J'arrive. Vous avez entendu parler des esclaves. Parmi les esclaves, il y a ceux que le maître a pris dans la maison. Hein, oui. Pour s'occuper de ces choses. Mais là, c'est... Il leur donne leur vieille chemise. Oui, mais attends, la méthode coloniale, non? Le rôle direct et le rôle indirect, non? Le colonialisme direct, par exemple... Non, c'est pas de ça que je parle. Ça veut dire que parmi nous, les Africains, il y a des Africains qu'on peut utiliser contre nous. Ah oui, bon, il y en a qui sont faibles. Et on trouve, disons, à la tête de beaucoup de nos États, de plusieurs de nos États, des êtres, des gens qu'on a pris, qui ont souffert comme nous, qui vivent, qui voient la souffrance, mais que l'étranger, parce qu'il a la peau blanche, là c'est un complexe, hein, ça n'a rien à voir avec le racisme, parce que l'étranger, il a la peau blanche, il y a un complexe d'infériorité, se sent inférieur à lui, patron. Oui, et donc c'est là où les tout genufléchis, hein. Voilà, ce que je voulais dire par là, c'est que c'est là où on a le problème de l'esclave de maison et puis celui qui est dehors, l'esclave de maison, parce que les autres ils sont habillés en machin, en cache-sexe, et puis que lui, le maître lui a donné son vieux pantalon, bien sa vieille machin, il porte avec un vieux machin. Il se croit supérieur aux autres, mais aux yeux du maître, il n'est pas supérieur aux autres. Ils sont tous les mêmes. Ce sont nos esclaves. Tout à fait. Et ça,
je crois qu'il y a beaucoup qui n'ont pas compris. N'ont pas compris. C'est parce qu'il y a ce phénomène de complexe d'infériorité, de se voir complexé par rapport à l'autre. Et juste pour revenir encore dans le discours, il y a dans le discours qui est lié au racisme, je vous le donne, c'est parce que c'est important, ça me vient juste à l'esprit. Allons-y. Dans le discours qui est lié des élites, ils se supériorisent toujours. Ils infantilisent toujours le racisé. Ils se supériorisent. Ils sont devenus extra, au-dessus de tout. Dans tous leurs discours. Ils connaissent, ils savent, discours, ils ont été toujours dans tous les discours, dans la construction de leur discours, ils vous montrent qu'ils sont supérieurs à vous. Au fond, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est une posture. C'est une posture qui est liée à la domination. C'est ce qu'on appelle aussi il y a le complexe de supériorité. Oui, il y a des complexes de supériorité, infériorité. Donc ils se croient. Les gens, ils se croient supérieurs. Mais supérieurs en quoi? En quoi? Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Voilà. Donc ça se passe dans la tête. Mais ça, il faudrait le savoir. Parce que on le retrouve dans les discours. Si. On le retrouve dans le discours qui est prononcé, lorsque le discours qui est fait. Et aujourd'hui, la chance que nous avons, que beaucoup de gens étaient à l'école, sont capables de faire des analyses, les gens sont capables de détecter tout de suite ces discours qui infantilisent. Mais quand tu infantilises, tu te fais quoi? Non, mais écoute, aujourd'hui, tout n'est plus acceptable. Tu te valorises, n'est-ce pas? Tu te valorises. Et c'est ça c'est ça qui a changé aujourd'hui. Et les jeunes ne veulent plus. Les jeunes arrivent à écouter le discours. Ils écoutent attentivement. Alors, curieusement, oui, ces jeunes, curieusement, si nous restons avec nos militaires qui font tout ce qu'on vit maintenant, comme le pays que je citais tout à l'heure, mais ces jeunes-là sont militaires, mais personne n'est né militaire, on devient militaire. Ces jeunes qui deviennent militaires, ce sont nos concitoyens, ce sont nos frères, nos amis, nos voisins, nos oncles. Comment analysez-vous les discours que tiennent ces jeunes maintenant entrés et avec les actes qu'ils posent? Parce que nombreux ont été... C'est une chance pour la... Oui, nombreux ont été formés dans les écoles royales, dans les écoles militaires. Les cas du Congo, chez nous, ils ont été à l'école royale de Belgique. Les autres en France, vous qui êtes de l'ex-colonie française, ils ont été dans toutes ces écoles-là de France. Et pourtant, nous savons que l'Athénée, en fait, n'est rien d'autre que... Vous avez fait le choix d'être dans l'armée. Le principe de l'armée, c'est quoi? Vous devez servir à la fois la République, les citoyens et les biens. Il faut protéger, non? Oui, il faut protéger. Mais alors, tous ces temps, pourquoi ils n'ont pas protégé? Pourquoi tous ces temps, ils n'ont rien protégé? Ils protégeaient un individu ou bien un système? En fait, c'est une très bonne question. Tout ce temps, pourquoi ils n'ont pas protégé? Parce que je disais tantôt, il y a des élections dans notre... Nous, chez nous, c'est nous en décembre. Le 20 décembre, nous avons une élection au Congo. Au Sénégal, c'est en janvier. Et non, mars ou bien février avec Macky Sall qui doit partir. Tous les pays francophones, ils se suivent, disons, les rythmes ont été, on a donné des indépendances, des entreprises ont été données. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on a trouvé? Le mécanisme qu'on a trouvé pour maintenir la population sous domination dans la servitude, on organise des élections bidons. Ces élections bidons-là, on réduit la démocratie à ces élections-là. C'est tout. Donc, démocratie en Afrique égale élire. Rien d'autre. Ni bonne gouvernance, ni qualité, ni indice de développement. On s'en fiche. Ça veut dire que les gens qui veulent piller le pays, il faut les faire passer par là. Ils s'en fichent. Parce qu'eux, ils ont besoin de maintenir les systèmes, de masquer. D'un masque. Ce masque derrière lequel ils se cachent. Oui, au masque noir. Je ne sais pas qui a créé le texte. Masque noir. Vous avez dit ça, non, en littérature? Mais ils se cachent derrière un masque. Ce masque, ce qu'on appelle élections. Ces élections-là, qui sont en général tripouillées, trichées. Donc les élections africaines, comme l'a dit... Tout le monde le sait aujourd'hui en Afrique, que les élections ne reflètent pas... la vérité des urnes. Ne reflète pas la vérité des urnes, ce que je voulais dire, ne reflète pas la volonté du peuple, le souverain primaire. Voilà, du souverain primaire. Ne représente pas la volonté du peuple. Beaucoup le savent parce que
vous savez, nous sommes noirs. Hein. Oui, mais je peux pas. Moi, je suis noir à vie, non? Non. Je suis noir à vie, je ne changerai pas ma peau. Non, tu as raison. Tu ne changeras pas. Ce que je voulais dire, nous sommes africains. Oui. Tout se sait dans notre société. Tout à fait. Ce qui se passe là, on le dit en famille. Même si je participe à quelque chose, je le dis en famille, ça se dit, tout le monde le sait. Les élections dans nos pays, tout le monde le savent. Tout le monde sait comment ça se passe. Les gens en ont ras-le-bol. Les gens continuent. On utilise ça. L'étranger utilise ça. Machin, élection. Mais la population, le peuple voit son niveau de vie toujours en train de baisser. La pauvreté augmente. À traverser les pays. Vous savez, moi j'ai voyagé dans beaucoup de pays de l'Est. Hein. Afrique de l'Est ou bien Europe de l'Est? Europe de l'Est. Oui, là. Voilà, dans ces. Mais ce sont des pays pauvres, disons-nous la vérité. Hein. Non. Ils ne sont pas pauvres, ils sont riches, mais c'est le communisme. Ils sont au-dessus de nous. Oui. Non. J'ai voyagé dans ce pays, j'étais parti dans des hôtels, on a organisé des conférences dans ces pays. Ce sont des pays que, depuis que le mur est tombé, on a cassé le système communiste. Ces pays, j'étais surpris de voir que ces pays sont au-dessus de tous les pays africains francophones. Ah oui, je comprends. Ils sont au pays. Mais pourquoi? On vous a donné la réponse sur le pourquoi? Sur le pourquoi? Mais moi j'ai la réponse, puisque je viens de l'Afrique, je sais comment ça se passe dans mon pays. Dans mon pays, je sais que il n'y a pas l'infrastructure, il y a une base militaire qui est là pendant des années, dont les populations ne savent pas à quoi ça sert, qu'est-ce que ça rapporte au pays. Donc, tout ça dans plusieurs pays africains, plusieurs pays francophones, c'est la même question que la jeunesse, les populations se posent aujourd'hui. À quoi servent ces bases militaires? Mais c'est la question que je vous ai posée indirectement. Alors, ces militaires formés ça et là, pourquoi ils n'ont pas, à quoi servent-ils? Pour protéger nos pays ou bien pour protéger un individu ou bien un système ou bien les ex-coloniaux, ou bien il faut dire ça. On va revenir un peu sur cette question parce que j'ai fait un développement et j'ai continué. Mais voilà, ces militaires qui ont été formés dans nos pays, il y a une chose que nous devons garder à l'esprit de base, ces militaires ont été formés selon le système colonial. Je l'explique. Le système colonial fonctionne comment? Ça veut dire que la personne pour lequel on a organisé des élections bidons, il est là, il est élu. Dès qu'il y a des manifestations... On l'appelle les garants. On l'appelle les garants de l'unité nationale, le chef de fonctionnement des institutions nationales, tout ça. C'est toujours lui, hein. C'est lui qui est élu. Celui qui est élu, c'est lui le chef des armées, tout. Ça. Commandant suprême. C'est le commandant suprême, il y a l'armée. Dans notre pays, vous savez tous, tu as vécu en Afrique. Si. Lorsqu'il y a des manifestations dans le pays, le système colonial l'autorise, celui qui a été élu, manipulé, le chef. S'il ne tire pas, il quitte le pouvoir. Mais s'il tire, il tue, il peut tuer et après... Il n'y aura pas crime de guerre, crime d'humanité. On va dire, il y a eu beaucoup. Moi, j'ai vécu sur Bokassa. Vous ne manifestez pas n'importe comment, l'armée, les militaires tirent sur vous. Alors que vous êtes les fils du pays. Vous acceptez que vos tantes, vos oncles, vos amis, vos proches... c'est le système qui a été fait comme ça. Donc, il y a un nettoyage des cerveaux ou bien vraiment c'est... Je ne comprends pas. Non, c'est pas qu'il y a eu un nettoyage de cerveau, c'est que le système qui a été mis en place leur ordonne d'agir ainsi. Ou bien leur ordonner d'agir ainsi. Et aujourd'hui, avec ce jeune maintenant, le jeune là qui attention, c'est ça la différence maintenant. Ce que aujourd'hui, les jeunes qui sont venus, qui sont au pouvoir, qui ont pris le pouvoir, ont compris que quand ils vont à la maison voir leur grand-mère, parce qu'ils ne sont pas toujours dans les casernes en tenue, quand ils vont voir leur grand-mère, quand ils vont voir leur tante, ils n'ont rien à manger. Il y a la souffrance. Donc c'est la misère qui peut être le mastigateur. Voilà. Ça, ils voient que, mais ils vivent aussi cette souffrance. Eux aussi, ils vivent cette souffrance.
Tu vois, non? Mais oui, oui. Dans ce côté, ils vivent la souffrance. De l'autre côté, ils voient aussi les magouilles. Une bourgeoisie mafieuse qui n'a rien à voir avec la réalité, la souffrance des populations. Et à un moment donné, ces gens-là, ces militaires, ils ont pris conscience. C'est ce qu'on appelle les hommes forts. Les jeunes sont forts. Ces jeunes-là qui ont pris le pouvoir, ils ont compris que c'est aussi eux. C'est une partie de eux qui est en train de mourir. Et ils ne peuvent pas à un moment donné prendre les armes. Parce que tu sais, on a grandi, les gens ont grandi, ils savent réfléchir. On ne peut pas prendre les armes pour aller tuer nos parents. Les proches. Les proches. Et c'est ça qui s'est passé nous, on depuis nous dit, 1960. Nous, on nous dit les parents sont nos dieux sur terre. Alors, comment une créature qui veut tuer son dieu sur terre? Voilà. Donc, c'est ça le problème. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis 1960? Jusqu'à nos jours, le 10 septembre 2023. Jusqu'à nos jours, c'est en train de changer. Il y a une grande prise de conscience. Je ne sais pas s'il y a encore des pays où des militaires, ça s'est passé, je crois, au Sénégal. Hein. On a tiré sur les Sénégalais, enfants. Oui, mais avec l'histoire d'Ousmane Sanko. Oui, c'est ça, on a tiré. Mais dans les pays... Et celui qui a tiré, c'est l'armée de Macky Sall. Mais qu'est-ce qu'on dit? Il est le commandant suprême, non? C'est ça le problème. Oui, alors, mais attendez, le commandant suprême, lui aussi a été formé en France, comme les militaires qui sont aussi formés en France. C'est pas important. C'est pas important tout ça. Non, c'est pas important que la personne soit formée en France. Parce que tu peux être formé dans un endroit, à un moment donné, tu es un être humain en tant qu'un être humain à part entière. Oui, tu ne dois pas être esclave du lieu qui vous a formé. Non, vous n'êtes pas esclave du lieu, vous avez votre propre raisonnement, votre propre conviction. C'est pas parce que vous avez été formé dans un endroit et quand vous dit que vous allez tuer votre mère et votre père que vous allez le faire. Non, non, vous n'allez pas le faire. Parce que vous raisonnez, à un moment donné, vous dites non. Vous dites non. Vous n'allez pas le faire. Est-ce que ce qu'on vit dans ce pays-là, l'Europe de l'Est, de l'Afrique de l'Ouest, vous pensez que ça ira jusqu'à modifier la coopération entre le Nord et le Sud? Si. Vous êtes sûr? Fondamentalement. Parce que c'est une prise de conscience et un éveil de la population. Cette prise de conscience et cet éveil de la population ne peut plus revenir en arrière. Il n'y aura pas de marche arrière. Non, les gens ont compris. Les gens ont compris la source de leur souffrance. Et les gens ont compris pourquoi, quels sont les enjeux de cette souffrance avec des bases militaires qui sont chez nous. Mais attendez. Alors, j'ai vu que juste après le coup d'État du Gabon, Paul Kagame du Rwanda a juste changé le commandement, l'état-major de son armée. Denis Sassou Nguesso du Congo, même chose. Même Paul Biya, tous. Ça change rien. Ça change rien? Non, ça change rien. Comment ça? Voilà. Mais pourquoi ces gens qui ont été avec eux, du coup, que ça badine au Gabon, tout aussi, et aussi prennent conscience, il faut... Hein? Ils peuvent changer leur chaîne de commandement. Ça ne change rien pour la simple raison que... Le peuple a son temps. Okay. Lorsque le peuple va descendre dans la rue, ils vont venir en masse. Donc c'est comme un fruit. Vous êtes désarmés. Un fruit qui n'attendait que la tempête. Mûr ou pas mûr. Quelle que soit la puissance de cette armée du monde, vous ne le faites pas. Cette marée humaine qui... C'est le peuple qui est l'armée la plus forte au monde. C'est le peuple. Le peuple reste toujours souverain. Le seul cas où nous avons vécu, où on a tiré sur les peuples, c'est dans le cadre... c'était au Cameroun. Hein, mais au Congo, si on a tué les... On a massacré à l'époque avec Mobutu. Ouais. Dernièrement même, avec Kabila, il y a aussi la garde républicaine de Kabila qui a massacré sur les Congolais. Voilà. Donc c'est intéressant. C'est intéressant de revenir sur ces cas. Ce sont des cas que nous avons vécus pendant la période coloniale. C'est ce que je voulais rappeler avec Ruben Oul Niobé, de l'UPC du Cameroun. Du Cameroun, oui. Ouais. Avant qu'on parle de... Comment on appelait encore celui qui était avant Paul Biya Aïdjo. Aïdjo. Après, il y a Paul Biya. Ouais. Bon. Il y a même l'opposant Nidjon Froundi, qui est l'anglophone Nidjon Froundi. Oui. Donc tous ces gens, aujourd'hui, ils n'ont pas le mot parce que c'est la France qui commande un peu Paul Biya, non? Bon, je ne sais pas, mais bon, on peut le dire peut-être, mais il faut avoir des éléments pour mais les éléments, moi, je vous les montre. Par exemple, vous avez évoqué tout à l'heure
la puissance. On fait allusion à la puissance économique. Ouais, La France, puissance, ouais. oui, et la France au Cameroun. La France n'a pas de puissance, n'est pas une puissance économique. Mais c'est l'économie africaine dans l'Afrique C'est le francophone. pillage. Oui, mais qui pille, qui facilite? Ce sont nous, c'est nous les Africains qui facilitons. Ah bon? Mais bien sûr. Et puis, alors, pourquoi ce ne sont que les entreprises françaises qui gagnent les marchés dans nos pays? Oui, parce que c'est nous qui facilitons avec ce jeu d'élection, de démocratie égale élection. Donc on a mis quelqu'un là qui facilite. Donc la France n'est pour rien. La France n'est pour rien. Notre misère, c'est nous-mêmes. Non, vous n'avez pas compris. Allons-y. Pas qu'ils ne sont pour rien, mais eux, ils ont mis un système, ils ont développé un système que, je l'ai expliqué tout à l'heure, avec le masque. Avec le masque. Oui, je comprends. Donc ils se cachent derrière ce masque-là. Le masque, c'est quoi? C'est cette élection qu'il y a eu. Voilà, cette élection qu'il y a eu, ils vont se cacher. Ils disent, mais lui, il est démocratique, il est démocratique. Comme ça leur permet d'avoir une armée sur place pour tuer tous les contestataires, d'avoir une armée sur place pour protéger les entreprises qui pillent. Alors, ok. Alors maintenant, je vais vous poser une autre question. Allons un peu voir ce qui se passe au Niger. On vous dit, le nouvel homme fort, on l'appelle Tchani, général Tchani. Lui découvre que non, tout ce que la France fait chez eux, c'est parce que l'uranium qui devait rapporter à l'économie nigérienne, l'uranium n'apporte plus. Mais là aussi, ne me dites pas que ce sont les Nigériens qui ont donné l'uranium aux Français. Là, vous m'avez mal compris dans ça. Mais allons-y alors. J'ai utilisé tout à l'heure pour expliquer le symbole du masque. Qui porte le masque? Oui, c'est l'étranger. C'est la France. Oui. C'est la France qui utilise ce masque il a été élu démocratiquement. Donc on ne peut pas le faire déchoir. Un élu démocratique doit être remplacé par une autre démocratie. Non. Ils utilisent ce mécanisme, ce masque-là pour piller le pays, pour faire tout ce qu'ils veulent. Donc ils utilisent cette personne-là. C'est un élu, il a été démocratiquement élu. Parce que lui, il est à la tête, c'est le chef. Dans nos pays, dans nos traditions, on respecte les chefs. Oui. On respecte les chefs. Et eux, ils ont compris cela. Donc, ils utilisent les chefs chez nous pour piller, pour voler, pour nous tuer, pour massacrer les populations. Il faut retenir une chose, c'est que dans cette relation si vous avez bien compris, dans cette relation, l'être humain, le peuple, ne compte pas. C'est une relation criminelle. C'est une relation de pillage. Si vous avez bien observé dans notre pays, ce que beaucoup ont hérité comme système de gouvernance, c'est une relation criminelle d'assassinat. Et qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de gens fuient l'Afrique, beaucoup. Et ils viennent s'exiler en Europe. Ils s'exilent en Europe pour en attendant la mort. Et là non, aussi, pas en attendant la mort. Là aussi, il y a le racisme, il y a l'âge. Non, pas en attendant la mort, mais ils fuient, ils ont fui le pays. Pour se sauver. Pour leur survie. Et ça, c'est humain. Oui. Ça, il faudrait le comprendre, c'est très humain, c'est l'instinct de conservation. Elle est humaine. Protection. Et ils ont fui. Et beaucoup fuient. Ils ne fuient pas seulement parce qu'il y a la famine, certes, il y en a qui partent. Mais ils ont le droit de se protéger. Voilà, ils ont le droit. La vie humaine est sacrée. Je dois quand même... Mais lorsque ça commence à tuer avec des armes, avec des balles qui ont été fabriquées, non pas en Afrique, mais en Occident, quand on commence à tuer des Africains, il y en a qui fuient le pays. En Centrafrique, j'ai des amis avec qui j'ai été à l'école. Quand il y a eu un coup d'État, des soulèvements, il y en a qui ont traversé, pour aller en RDC, ils ont traversé le fleuve la nuit. C'est très dramatique, c'est brutal. C'est la colonisation ou bien le système... Le néocolonialisme, le système de domination, il est brutal, violent et criminel en Afrique. Alors, et vous pensez que ce que nous vivons en Afrique de l'Ouest avec les CEDEAO va bientôt... Oui, certainement, se vivre aussi 100%, en Afrique centrale? 100%, ça va se vivre en Afrique centrale pour la simple raison que c'est l'humain. On ne peut pas, parce qu'à un moment donné, qu'est-ce que les gens ont à perdre?
mourir ici ou bien mourir... c'est la mort, elle est partout la même. Dans tous les cas, on est des pèlerins, les gens, on partira, on laissera cette terre. Les gens vont arriver à la même conclusion que nous n'avons plus rien à perdre. Et c'est ce que disent la population, hein, la population nigérienne. On n'a plus rien à perdre, on reste là, venez nous tuer. Et ils sont capables, comme je l'ai expliqué, on est dans ce système, on n'est pas dans un système de relations humaines. Des humains. La relation elle est criminelle, hein. Donc il faut tuer pour rester. Elle est criminelle, il faut tuer pour rester, pour s'imposer. Si on a compris ça, et les Africains, les jeunes Africains ont compris. Mais alors comment qualifiez-vous les autorités des CEDEAO qui s'arrangent avec les Nigérias, avec les autres pays pour aller remettre en poste l'ancien président du Niger? Je le qualifie comme je l'avais expliqué tout à l'heure avec le système. Et vous pensez qu'ils réussiront? Avec le système de machin, domination, de mettre de l'esclave de maison et l'esclave de... Et vous pensez qu'ils vont réussir? La CEDEAO va réussir au Niger? Non, le problème c'est pas la CEDEAO ne pèse rien, ne compte rien dans cette histoire. Ah bon? La CEDEAO, oui, elle ne compte rien. Elle est utilisée comme, je l'ai dit, comme masque. Donc, machin pour attaquer. Et la France va gagner dans cette histoire? Non, il ne peut pas gagner, il ne pourra jamais gagner. Il ne peut pas gagner. Et quelle sera la fin? Bon, je pense qu'ils vont comprendre que lorsque vous allez chez quelqu'un, je pense, ils vont comprendre que lorsque vous allez chez quelqu'un et qu'à un moment donné, la personne vous demande de partir. Et vous ne voulez pas partir? Poliment, vous partez. C'est juste qu'ils ont coupé les courants chez l'ambassadeur, pas d'électricité, pas tout et tout. Peu importe, la personne, ça y est, c'est un problème de relation. Mais ils ont un camp militaire là aussi, non? C'est l'erreur que l'autre là a commis. C'est un Africain qui l'a fait. Il a ramassé... Qui est l'ancien Bazoum. Il a ramassé, c'est ça. Et c'est là où on avait à la tête des pays, de nos pays, des gens qui ne réfléchissent pas. Il n'y a pas de camps militaires africains dans leur pays. Ben voilà, il n'y a pas d'égalité de traitement dans ça. Il n'y a pas d'égalité de traitement. Et le problème, la question qu'on peut aussi se poser, qui est assez élémentaire, mais au fait, c'est dans quel intérêt? C'est dans l'intérêt de la population. Ça revient exactement à ce que je t'avais dit, les élections bidons. Oui, ok, je comprends. Mais vous et moi, nous avions eu cette chance de venir dans la vieille démocratie. Nous avons appris ses collègues, ses amis, ses contemporains qui sont des cultures de vieille démocratie. Alors, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous, en tant qu'aîné, vous pouvez conseiller à la démocratie africaine selon les pays? Moi, je viens du Congo, vous venez de Centrafrique et les autres. Qu'avez-vous comme message à nous proposer afin que ce message soit aussi transmis à nos proches, à nos contemporains qui sont sur place dans nos pays? Il y a deux messages que je pourrais donner ici. Le premier message, c'est que ce qui se passe au Niger, dans les pays de l'Ouest en ce moment, cette lutte-là, ça rejoint la première condition, ce que nous devons réussir à faire sur le continent, enlever les ingérences étrangères sur le continent. Aussi longtemps qu'on a des ingérences des armées étrangères qui n'apportent rien aux populations, aux peuples africains, il faudrait tout faire pour les mettre dehors. Nous devons avoir des partenaires, des alliances militaires avec ceux qui peuvent nous aider à avancer. Ça, c'est un. Mais pas après 60 ans, ce qu'on a vécu. C'est une relation criminelle. Vraiment une relation criminelle. Pas autre chose. C'est les faits. Ce sont les faits qui parlent d'eux-mêmes. On n'a pas besoin de théorie. C'est ça qui est beaucoup plus important dans le cas des expériences. Tu vois les faits. Tu n'as pas besoin de théorie. Ça n'intéresse personne, la théorie. C'est ce que les gens vivent. Et le deuxième élément? Le deuxième élément, c'est maintenant de revenir à nous-mêmes. C'est de revenir à nous-mêmes, de voir comment nous pouvons construire nos pays. Comment nous pouvons redynamiser, disons, toute cette intelligence, toute cette énergie que nous avons en Afrique. Avec vous vous êtes battus, vous voulez un changement. Maintenant, il faudrait qu'on ait des leaders, comme ils sont en train de le faire, par la parole. Il faut des discours, il faut expliquer à la population ce que nous pouvons faire ensemble, ce que nous attendons, que la population dise, ce que nous attendons des autorités, ce que nous pouvons faire. C'est fondamental.
Cette deuxième des choses, c'est voir le système de santé dans notre pays. Le système, nous devons avoir un système de santé viable, acceptable pour la dignité pour nos propres notre dignité. Ça, c'est fondamental. Nous devons avoir ce système. Et alors, comment deuxième des choses, l'autre chose, disons, ce sont les composants. C'est pas troisième des choses. Toujours dans la deuxième composante, c'est que nous devons avoir, qui est très fort, il faudrait voir le système éducatif. Le système éducatif qui a été mis en place, ça n'a pas été un système pour rendre les gens... les Africains, pour rendre les Africains, disons, autonomes, qui peuvent créer des choses. On trouve beaucoup de gens qui font beaucoup de blablabla, mais du point de vue pratique, faire des choses, on n'en trouve pas. Donc, il faudrait que le système éducatif soit une priorité, devienne la deuxième priorité après la santé. Voilà. La troisième composante, après ce système éducatif-là, il faut voir l'infrastructure de notre pays. J'aimerais facilement aller au Cameroun sur l'autoroute. Sans autre. Je prends l'autoroute, je quitte Bangui, je me retrouve... Je vais directement à Zongo, je vais directement à RDC. Donc, ces trois choses-là devraient être écrites. C'est ça notre priorité. La santé de nos populations. Les gens meurent dans les hôpitaux comme des rats. Il faudrait que nous mettions le point, disons, l'accent sur l'éducation, la formation, l'apprentissage. Il faudrait que les jeunes apprennent à faire quelque chose. On doit les former. On peut avoir des relations avec des gens qui sont, disons, d'autres pays. Il ne faudrait pas que nous soyons étroits. Le monde est ouvert à nous. Nous pouvons commander des instructeurs, inviter des formateurs, pour nos pays, sur place. Ils font de la formation sur place. On n'a pas besoin d'envoyer les gens là-bas 10 millions de kilomètres. Et je crois que ce n'est pas ça la solution. Oui, je vous comprends, merci. Alors, j'ai été beaucoup plus attentif de tous ces trois éléments avec les sous-composantes, mais dites-moi un peu, au niveau, vous êtes avec les autres pays, des ex-colonies françaises, vous consommez le franc CFA. Tout récemment, 9e rencontre des pays des BRICS, il y a quand même cette crainte qui se voit en Afrique. Il y a d'autres d'ailleurs qui parlent déjà que la troisième monnaie mondiale s'appelle BRICS. Vous-même, comment vous voyez un peu l'avenir du franc CFA avec cette nouvelle puissance qu'on appelle désormais troisième voie, où il y a certains pays, dont l'Afrique du Sud, qui est aussi parmi ces pays du BRICS. Comment voyez-vous ça? Et par là, peut-être on va chuter pour dire bye-bye. Je pense que c'est une opportunité pour l'Afrique. C'est une opportunité pour l'Afrique pour la simple raison que le système du BRICS, en ce moment, avec leur monnaie, qui n'est pas encore... Non, ils n'ont pas une monnaie. Chaque pays membre du BRICS a sa monnaie. Voilà. Mais ils rêvent à ouvrir. D'abord, ils ont commencé par lancer une banque de développement du BRICS. Ils auront un panier commun. Mais maintenant, il reste à définir. Voilà. Vous et moi, nous avions vécu comment l'euro est devenu une monnaie. Mais au lancement de l'euro, certains pays sont entrés dans l'euro avec leurs difficultés, déficits et tout. Réticents. Le problème en ce moment, pour nous, les pays africains, beaucoup le savent, je crois beaucoup l'ont signé, il y a eu beaucoup de mouvements. Comme maintenant, il y a eu comment on appelle ça, il y a eu des élections, mais bon, après 60 ans, on est arrivé à la fin des accords coloniaux. Oui, ces accords sont tombés maintenant. Non, les accords ne tombent pas automatiquement. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les renégocier. Non. Pendant des périodes, ils ont renégocié rapidement. Qui a renégocié? Les Français. Par exemple, au Tchad, si tu vas au Tchad, je suis 100% convaincu que l'accord continue. Si tu vas au Niger, le Niger, ça a continué. Bazoum a signé. La preuve, c'est que Tchani, quand il est venu, il a dénoncé. Mais il a cassé, non? Il a demandé tout ce qui a été signé anciennement. Il a dit que les accords, c'est fini. Il dénonce ce accord. Il ne veut plus de ça que ce accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand c'est arrivé au bout des 60 ans, Bazoum a signé que ça continue encore. 60 oh my God! Voilà ce qui se passe dans nos pays. Donc, une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on a compris cela,
c'est fini. On a compris que le mécanisme, le système. Donc il faudrait réussir à mettre fin à tous ces systèmes-là, que un jour les Africains puissent définir eux-mêmes leurs intérêts, ce qui est bien pour eux, ce qu'ils ont besoin, que ça ne soit pas défini ou dirigé de l'extérieur. C'est ça, pour moi, mon dernier mot, c'est ce que je veux dire, que nous devons comprendre, c'est une chaîne au cou, hein, le franc CFA. Et vous avez parlé du BRICS avec son système. Il suffit de se libérer de ce système du franc CFA, oui, et de voir le franc de la colonie française. Le franc de la colonie française, c'est ce que ça veut dire CFA. Et de voir avec les BRICS dans quelle mesure nous pouvons aussi participer, disons, à cette émancipation multilatérale. Bien aimé, en tout cas, j'aime dire ceci, les bonnes choses ne dire pas. Moi, je peux rester avec André, hein, même toute la soirée, mais sauf que lui, vous voyez, je l'ai accroché, lui, pour l'avoir. Bon, il est le numéro 2 du cran. Donc, ce n'est pas... Il travaille nuit et jour, 24 heures sur 24 heures. Il n'est pas célibataire, hein. Il est père de famille. Il a les droits et devoirs en famille. Il est aussi sollicité, ça. Et moi-même qui vous parle, la rentrée scolaire a déjà eu lieu. Hein. J'ai des devoirs à servir à la maison, j'ai ces affaires. Et toute l'équipe avec nous travaillons, c'est aussi des hyper occupés. Mais, j'aimerais vous dire une chose. Si vous aimez ce que nous faisons, mais n'hésitez pas de nous critiquer, de nous encourager et de nous soutenir. Mais comme nous passons toujours par YouTube, dès lors que vous passez, vous lisez, là ça ne suffit pas. Passez, écoutez, analysez, critiquez et abonnez-vous à cette chaîne Télé-Express Hebdo. Et je crois que cette semaine, en tout cas, nous avons beaucoup produit. Hein. Comment je peux dire, nous étions avec les amis du Sénégal, nous étions avec les amis du Cameroun, et là nous avons un ami de Centrafrique. Voilà comment quelqu'un qui travaille. Ce n'est pas les Congos qui nous payent, ni moi la Suisse, hein. C'est comme vous avez suivi avec l'écran. Les gens qui nous soutiennent, ce sont les proches avec qui nous sommes. Si vous êtes fille ou fils du millionnaire, occupez-vous de nous. Merci Pélage, voilà. En tout cas pour de m'avoir invité, hein, pour cette conversation. Ça m'a fait beaucoup plaisir. J'ai aimé. J'ai cherché à vous avoir depuis longtemps. Ça m'a fait beaucoup plaisir. En tout cas, je souhaite beaucoup de chance, beaucoup de succès, hein, à ce que vous êtes en train de faire. Il faudrait que l'information circule. Nous en avons besoin. Et merci à tous ceux qui vous accompagnent, vos techniciens, pour ce que vous faites. En tout cas, félicitations et puis bravo. AgoProd, merci et à très bientôt. Bye. Merci.